quelques mots pour vous présenter Paris-Ouest Construction. Nous sommes une entreprise générale de bâtiments. Nous construisons des immeubles de logement en Île-de-France. Nous avons été créés en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, par mon grand-père. Nous sommes donc une entreprise familiale. Nous sommes aujourd'hui 300 collaborateurs et nous réalisons un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros. Un petit peu moins l'année dernière et je pense qu'on atteindra ce chiffre en 2014. Le Lean dans la crise, c'est le titre de mon intervention. C'est peut-être un titre qui est... À un moment, je me suis demandé s'il n'était pas très mauvais. Le Lean n'est pas en crise, c'est très clair. Mais comment est-ce que l'on vit dans une crise? Qu'est-ce que le Lean peut nous apporter? Et on va y revenir. Mais d'abord, de quelle crise parle-t-on? Je vous ai mis une échelle de temps 2007-2014. 2007, à l'été 2007, on a les défaillances des deux instituts hypothécaires américains, Freddie Mac, Fannie Mae. Ça fait pas trop, enfin c'est le début des subprimes, mais ça fait pas vraiment de vagues en France. Ça correspond aussi 2007 à la période fin 2007 à laquelle on débute notre démarche Lean. Et on la débute alors que en 2008, à l'été 2008, avant de partir en vacances, on venait de se taper dans la main avec 2 clients sur 2 opérations qui représentaient 20% de notre chiffre d'affaires des années à venir. Ça, c'était en juillet, avant de partir en vacances, et en septembre, les affaires avaient disparu. Et on n'a pas traité une opération, on prend une douzaine de chantiers, entre 10 et 15 chantiers nouveaux par an. On les réalise sur 18 mois, ce qui fait qu'on a une vingtaine de chantiers en cours à tout instant. Mais pendant 6 mois, on n'a pas pris une affaire, de juin à décembre. Mi-décembre, il y a des clients qui se sont dit quand même, on a des budgets, il y a des opérations, il faudrait quand même qu'on les lance. Heureusement, fin décembre, dans la dernière quinzaine, ça s'est un petit peu récupéré, mais on ne récupère pas 6 mois d'absence de chiffre d'affaires. Comme ça, vous allez voir, ça a des conséquences. Toujours pour parler un petit peu de la crise, voici le nombre de logements commencés en France tous les ans depuis de 2007, qui était une année record, avec 466 000 logements commencés, jusqu'à 2013. Vous voyez qu'on est à 332 000, et les chiffres sur 12 mois glissants à fin février nous ont fait repasser en dessous de la barre des 300 000. Donc pour nous, ça s'est traduit par 2 phases. Une première, en 2009, à partir de 2009, une phase de baisse des prix. Mais à la fois de baisse des prix et de baisse des coûts. Donc finalement, on a bien vécu dans cette période. Et il y a eu une deuxième phase qui a démarré début 2013. C'est que là, tout le monde était venu sur ce marché du logement qui s'était un petit peu rétréci, mais finalement pas tant que ça, et qui a replongé, qui replonge actuellement. Et là, maintenant, on a non seulement une phase de baisse des prix, mais une phase de forte hausse de la concurrence. Je disais à certains d'entre vous que sur un dernier appel d'offres auquel nous avons répondu au mois de février, une opération qui est pour nous moyenne, c'est 70 logements. Il y a eu 17 réponses d'entreprises générales. Je ne savais pas que j'avais autant de concurrents. Je vous ai dit que 2007-2014, c'était aussi la période de du début et de la poursuite de notre voyage, de notre démarche Lean. Alors, si on regarde un petit peu ce qu'on a fait, eh bien, on a commencé fin 2007 par évidemment des visites de terrain. Et comme ce qu'on voyait faisait peur, on a commencé par nettoyer les chantiers. Donc c'est ce qu'on appelle du 5S. On n'appelle pas ça chez nous du 5S parce qu'on a laissé de côté tout le vocabulaire japonisant, américanisant ou automobilisant, je ne sais pas si ça se dit encore moins. On a appelé ça une démarche propreté-sécurité, mais peu importe, c'est exactement la même chose. Première chose, donc on veut nettoyer et apprendre à voir. Et deuxième chose, on veut voir les problèmes, commencer à identifier les problèmes. En identifiant les problèmes, eh bien, on a des problèmes qui émergent et on trouve des solutions. Et petit à petit, on arrive. Et essentiellement, ce qu'on a réussi à faire,
ça a été de diminuer la variabilité du résultat de l'entreprise. C'est-à-dire que les chantiers se déroulaient de plus en plus conformément à ce qui était prévu. Il nous est aussi apparu à ce moment-là que, contrairement à ce qu'on croyait, notre principal problème n'était pas un manque de productivité, qu'il existait un manque de productivité et de fiabilité de notre productivité interne. Et ça, on l'a largement traité, on a fait des gains de productivité importants, mais surtout, on avait une très mauvaise maîtrise de nos aléas, et particulièrement des aléas de liés à nos sous-traitants. C'est-à-dire qu'on était confronté à des défaillances d'entreprises partenaires sous-traitantes qui nous plantaient. Alors, comme ça ne se passait pas sur tous les chantiers, comme ça se passait qu'une ou deux fois par an, on disait oui, mais c'est exceptionnel. Oui, n'empêche que c'est de l'exceptionnel qui revient tous les ans, une ou deux fois par an. Donc, on a commencé à traiter ça et bien nous en a pris. Il faut savoir qu'une défaillance, c'était quand on a commencé à prendre ce sujet, c'était 2 mois de retard sur le chantier. Aujourd'hui, selon les cas, dans le meilleur des cas, on est à 15 jours. Quel était l'intérêt de traiter les défaillances des sous-traitants ? Le voilà. Ça, c'est le nombre de défaillances enregistrées depuis 2007 par notre société de défaillances de sous-traitants. Sous-traitants, fournisseurs, bureaux d'études, mais enfin toutes les personnes qui sont nécessaires à la production du chantier. Donc vous voyez qu'on passe de 2 à 3 par an, on passe à 8 par an en 2011 et 2012, on passe à 13 en 2013, et je pense qu'on va battre ce record en 2014. Quel impact tout ce que je viens de vous raconter a eu ? Le premier impact que vous pouvez bien imaginer, ça a été un impact sur le chiffre d'affaires. 2008, avec 94 millions, on fait un chiffre d'affaires record pour Paris-Ouest Construction. Et moi, je prends la direction de l'entreprise générale en 2009, avec 35% de chiffre d'affaires en moins. Voilà, c'était un peu rock'n'roll. Voilà où on en est aujourd'hui. Je pense que cette année, on va dépasser les 100 millions. Alors, pourquoi faire particulièrement du lean dans la crise ? Vous avez déjà peut-être compris que le lean nous a permis de survivre à cette crise. C'est la trésorerie qui est le sang et l'oxygène de l'entreprise. C'est pas le fruit du hasard que la trésorerie ait progressé comme elle a progressé. Et donc on a des réserves, on a de quoi voir venir. Donc d'une part, le lean nous a beaucoup aidé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est vraiment spécifique et quel est l'intérêt de faire du lean pour Paris-Ouest Construction ? Cet intérêt, c'est que en 2013 et en 2014, malgré beaucoup d'efforts, on n'arrive pas à trouver des marchés rentables. Donc, nos conducteurs de travaux, les patrons de chantier qui gèrent leur chantier avec un compte d'exploitation, enfin, ce n'est pas un compte d'exploitation mensuel, puisque c'est un compte d'exploitation à fin de chantier. On projette un résultat à fin de chantier. Mais tous les mois, ils présentent un résultat et ils en sont fiers. Enfin, ça leur prend les tripes, comme un patron de business unit, certainement. N'empêche que quand on leur confie une opération sur laquelle, au mieux, ils vont perdre 5%, même si au mieux, ils perdent 1%, que le challenge, c'est de passer de moins 5 à moins 3, c'est pas très, très encourageant, c'est pas très, très sexy. Et il faut trouver des motifs de succès. Et le lean, de ce point de vue-là, est absolument exemplaire parce qu'on va revenir sur des choses qui sont matérielles et mesurables. On n'est pas sur des euros, mais ça nous permet d'avoir des succès et de partager ces succès. C'est très important de trouver, particulièrement dans ces moments qui sont durs et qui sont surtout très longs. Il y a des jeunes qui ont été embauchés il y a 3-4 ans, ils n'entendent parler que de crise depuis 3-4 ans. Donc, il faut trouver des sujets sur lesquels ils peuvent réussir, même si le chantier perd. C'est un autre débat. Le chantier a été mal vendu, pas forcément parce qu'il a été mal vendu, il a été mal vendu parce que la concurrence a fait que c'était à ce niveau de prix qu'il fallait se mettre.
et qu'on avait envie de le prendre néanmoins, et qu'on devait le prendre néanmoins, parce que sinon on pourrait aussi fermer boutique, et puis voilà, c'est la fin de l'histoire. Mais moi je pense que le nombre de logements va repartir un petit peu, et qu'entre-temps, beaucoup d'entreprises auront disparu, et qu'à un moment, le marché va se rééquilibrer, va repermettre aux meilleures entreprises de gagner de l'argent, et puis aux moins bonnes de continuer à disparaître lentement. Donc le Lean nous permet de trouver des challenges et de réussir ces challenges, même si globalement la situation fait que, au niveau de l'entreprise, dans tous les cas, ce n'est pas vrai pour tous les chantiers, mais pour certains chantiers, on perd de l'argent. Que pouvons-nous faire ? Ce n'est pas encore tout à fait le sujet de ma présentation, parce que je vais commencer par vous dire ce qu'il ne faut pas faire, avant de répondre à la question que pouvons-nous faire. On a fait 3 bêtises, donc je les partage volontiers avec vous. La première erreur, quand on est comme ça dans une période où on n'arrive pas, on est coincé par des prix qui sont très bas et des budgets qui sont très bas, la première erreur, c'est de couper les dépenses. Je ne dis pas qu'il ne faille pas couper certaines dépenses, hein, attention, mais quand on n'arrive pas à choisir, par exemple, un menuisier PVC, la personne qui va nous fournir les fenêtres d'un immeuble, parce qu'on a donné à un chantier un budget de 100, et qu'on aurait dû donner un budget de 120, mais comme pour que les prix fassent apparaître une marge positive, il fallait mettre un budget de 100, et qu'il a des offres à 118, 115, 116, mais qu'il n'arrive pas à descendre, à ramener les offres de ses sous-traitants dans son budget, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va attendre, il va essayer de retravailler le truc, il va essayer de retravailler avec l'architecte, peut-être diminuer quelques dimensions de fenêtres, peut-être qu'il y a des petites choses sur lesquelles on peut gratter quelque chose, mais à un moment, le chantier il a besoin des fenêtres pour avancer, parce que sans les fenêtres, on ne fait pas rentrer la plâtrerie, on n'est pas hors d'eau. On ne peut pas faire de la plâtrerie alors que de l'eau rentre à chaque fois qu'il y a une pluie et on inonde le bâtiment. Donc à un moment, les 10 000 € qui va lui manquer vont coûter beaucoup plus cher à l'entreprise, en retard, en désorganisation. Et à un moment, il faut passer au-delà. Et je vous garantis que pour des personnes qui ont cette volonté de rentabilité chevillée au corps et qui se retrouvent pour la première fois dans cette situation de devoir annoncer qu'ils ne passeront pas dans un budget, c'est très difficile. Et c'est particulièrement difficile quand l'entreprise met une pression sur eux. Donc ça, c'est la première chose, c'est de faire attention à ne pas couper les dépenses. Il ne faut pas interdire l'avancement du chantier. Ralentir le chantier, c'est bien pire. C'est un coût qui est bien supérieur au fait de temps en temps, dépenser plus que ce que l'on a dans les budgets. Le deuxième point, c'est de challenger les autres. Entendons-nous bien, le challenge est une dimension essentielle d'une démarche Lean, pour moi. Mais c'est le challenge de son équipe. On challenge quelqu'un quand on a la possibilité de l'aider, de le soutenir, quand on a la possibilité de lui faire réussir son challenge. Quand les services entre eux commencent à se challenger, quand on dit tiens, les achats vont se débrouiller pour avoir telle pièce à tel prix, quand on dit tiens, les méthodes vont faire qu'on tourne en 7 jours alors qu'avant on tournait en 9, quand on commence à challenger les autres, quand on commence à opposer les services et à repousser des décisions sur d'autres services, on crée une zizanie, une défiance dans l'entreprise qui sont extrêmement dangereuses et difficiles à remonter. Le troisième point, qui est peut-être le plus classique, c'est de chercher d'autres marchés. On a cherché 2 autres marchés, dans notre cas. Le cas de la rénovation de bureaux de luxe. On a vu que les architectes qui faisaient ça étaient beaucoup plus performants que nous. Je me souviens d'avoir été manger des petits fours avec un architecte qui m'expliquait que
notre chantier, vraiment, il s'était super bien passé. Il y avait 3 autres chantiers avec des majors, que c'était affreux, qu'il était en guerre avec les gars. Notre chantier s'était super bien passé. Oui, on venait de perdre 15%. Je lui ai quand même un petit peu dit. Mais nous, voilà, on a préféré finir dans les temps, bosser jour et nuit et livrer ce qu'on avait l'habitude de livrer, en considérant que ce client serait un nouveau client et qu'on pourrait reconduire ça, on ne sait juste pas faire. J'ai un deuxième exemple, mais que je ne vous citerai pas parce qu'il faut passer. Voilà, chercher d'autres marchés, c'est une grande tentation, mais il faut sans doute savoir se recentrer sur ce qu'on sait faire. Maintenant, le sommaire de ma présentation. Je voudrais vous parler des 3 choses que l'on peut faire. 3 sujets sur le développement des collaborateurs, le planning des dates clés, la résolution de problèmes et ce qu'on appelle les cahiers noirs. Premier point, le planning. Si vous n'arrivez pas à lire, c'est normal. Même si c'était en version papier, vous n'arriveriez probablement pas à lire. Un planning de chantier, c'est un drap de lit. Hein, il y a 200 lignes de planning. Ça, c'est un planning de Gantt, vous êtes tous familiers. Un chantier, c'est un projet. Donc ça se gère comme un projet. Donc le planning est quelque chose d'essentiel dans la vie du chantier. Savoir planifier, c'est vraiment un savoir-faire fondamental du conducteur de travaux. Ça, il le fait une fois en début de chantier. Le chantier va durer 2 ans. Vous savez que la formation, c'est des boucles d'apprentissage. Plus on répète et mieux on sait faire. Quand on fait quelque chose une fois tous les 2 ans, quelles compétences est-ce qu'on a? Donc, à côté de ça, on a développé un deuxième outil, parce que ça se pointe, vous savez sans doute tous le pointer, on tire un trait, on regarde ce qui est en avance. Ce qui est en avance, c'est à droite, ce qui est en retard, c'est à gauche. Et on connaît les avances-retards des tâches interceptées par la droite tirée au jour où nous sommes. La droite verticale tirée au jour où nous sommes. On a donc mis en place le planning des dates clés qui reprend, et là, c'est peut-être pas lisible pour vous, mais je vous garantis que c'est quand même beaucoup plus lisible. On va reprendre entre 10 et 20 lignes qui sont vraiment les dates, et c'est des dates, hein, c'est pas des durées, c'est des dates de passage du chantier. C'est pas forcément des dates jalons dans le sens où on n'arrête pas tout pour passer par un jalon, mais on appelait ça des dates clés. La planification, je vous le disais, c'est une composante essentielle du savoir-faire du conducteur de travaux. Il y a 2 choses dans la planification. Il y a 2 savoirs derrière la planification. Il y a un premier savoir qui est la cinématique du chantier, les enchaînements. Derrière ça, il y a les temps unitaires, il y a les temps de séchage, il y a les possibilités de faire travailler en parallèle et les obligations de faire travailler en simultané. Donc, à partir du planning de Gantt précédent, le conducteur de travaux sait exactement où il en est de son chantier. Et là, il va devoir, toutes les semaines, se poser la question de savoir quelle date il va tenir et quelle date il va décaler. Donc, on va l'obliger toutes les semaines à resimuler le chantier. Et en ce sens, c'est un outil de formation. La deuxième chose essentielle dans la formation, c'est de comprendre l'impact des aléas. Il arrive toujours des choses sur un projet. Ça ne se déroule jamais comme c'est prévu, sinon ce serait trop beau. On n'est jamais d'accord, ou plutôt, c'est pas qu'on n'est jamais d'accord. Il y a une différence essentielle, une différence énorme entre une personne qui a beaucoup d'expérience et une personne qui n'en a pas. La différence, c'est la compréhension des conséquences, des aléas qui surviennent sur le chantier. Et à chaque fois qu'il y a un aléa, on va demander au conducteur de travaux de noter dans la colonne observation ou commentaire, qui est à droite, ce qui s'est passé et son estimation des conséquences que ça a et son estimation des contre-mesures qu'il va prendre. Le deuxième outil de formation, c'est la résolution de problèmes, la liste de résolution de problèmes. Ça, c'est vraiment un outil de réactivité. Un problème par jour, ça a été dit ce matin, ou cet après-midi, je ne sais plus. Mais on veut absolument que les jeunes conducteurs de travaux puissent discuter d'un problème constaté sur le chantier tous les jours avec leur patron de chantier. Le troisième outil, c'est les cahiers noirs. On a remis
on a commencé à remettre dans les équipes des carnets, j'aurais dû vous en apporter un, c'est des carnets en Moleskine un petit peu beaux, sur lesquels, une fois par semaine, l'équipe du chantier se retrouve avec le chef de chantier et écrit ce qu'elle sait sur un sujet d'actualité. Là, je vous ai pris une page sur la fermeture des banches. Les banches, c'est les gros outils coffrants que l'on utilise. Comment est-ce qu'on vérifie que l'on peut fermer une banche? Ben voilà, il y a 8 étapes, et à chaque étape, on vérifie 3 choses. Ça se trouve comme ça. Donc, on liste ensemble toutes les étapes de vérification, et ça permet aux jeunes, comme ça, de prendre conscience de l'ampleur de ce qu'il y a à faire et de savoir, je crois que vous le voyez à un endroit, voilà, là où on fait attention. Il y a de temps en temps des petits points particuliers. Ce n'est pas une procédure, c'est vraiment quelque chose d'appris par le chantier. Donc ça, c'était les 3 outils de formation. 3 outils pour renforcer le travail en équipe. Le premier, c'est les petits déjeuners, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Depuis 5 ans, je fais une fois par mois 2 petits déjeuners pour inviter tous les conducteurs de travaux, et au moins un par chantier, à venir de 8h à 8h45. Et on voit toujours au moins 2 sujets, et il y en a généralement 1 ou 2 en plus. Je vous ai pris un sommaire de petit déjeuner. On commence toujours par des photos de chantier. Des photos, soit des horreurs en matière de sécurité, soit des horreurs en matière de qualité. Ces photos sont projetées, souvent sans aucune explication, parce qu'il n'y a pas d'explication à donner, parfois avec un tout petit peu d'explication. Ensuite, on essaye d'avoir tous les mois, et on a tous les mois, 1 ou 2 sujets de partage et d'échange, souvent avec des services du siège, comme c'était le cas en janvier sur l'autoliquidation de la TVA, sur la sous-traitance, qui est une petite usine à gaz que Bercy nous a inventée. Et on termine par un retour d'expérience du service après-vente. Vous avez vu le premier tableau sur la liste des problèmes. Ça marche quotidiennement et ça permet de résoudre des problèmes simples. Par contre, il y a parfois des problèmes qui résistent. On n'appelle pas ça des tableaux Kaizen. Je l'ai mis parce qu'on est au Lean Summit. Mais pour les sujets qui résistent, eh bien, on va les traiter un à la fois et on va essayer de formuler le problème le mieux possible, de le décrire et de le dessiner ou de le photographier, puis de proposer une solution, de vérifier 2 fois que le problème, que la solution tient. Si ça ne marche pas, on repart. Et là, vous voyez que les 3 premières lignes traitent du même problème qui a été repris 3 fois avant d'atteindre le camembert complet les 4 cadrans noircis. Le dernier outil de collaboration, c'est ce qu'on appelle chez nous les 3 questions. C'est une reprise très imparfaite de la notion de concept paper qui existe chez Toyota. Vous avez tous lu les histoires de chief engineer qui passent des mois à sillonner l'Amérique du Nord pour comprendre le mode de vie des Américains et pour comprendre qu'il faut mettre plus de machin pour tenir les super big gulp, là, les canettes qui font 1,5 litre, que les Américains sirotent en conduisant. Nous, on pose juste au début du chantier 3 questions. La première question, chaque chantier, c'est une nouvelle équipe qui ne se connaît pas, du moins qui ne se connaît pas forcément. La première question, c'est qu'est-ce qu'on doit apprendre pour réussir le chantier? En fonction de ce que chacun sait faire, pas en fonction de ce que l'entreprise sait faire. Il y a de la connaissance individuelle. Il y a des personnes qui n'ont jamais fait quelque chose, ce savoir, il existe dans l'entreprise, ben on va aller le voir. Il n'existe pas dans l'entreprise, ben on va aller le voir en dehors de l'entreprise. La deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas rater parce que ça prend des proportions disproportionnées si on le rate sur ce chantier, spécifiquement. Sur tous les chantiers, tout le monde me dit qu'il ne faut pas rater le délai, la qualité et le coût. OK, très bien. Et spécifiquement, c'est quoi? L'architecte, il est attaché à quoi? Le client, il est attaché à quoi? Et là, on arrive dans des notions bien plus fines. On va avoir des transfos EDF qu'il faut déplacer, des machins qui... Voilà. Et c'est ça ce qu'on veut partager au niveau de toute l'équipe du chantier.
Dernière question, à quoi le client est particulièrement sensible? Et déjà, qui est le client? Est-ce que c'est l'architecte? Est-ce que c'est le maître d'ouvrage, c'est-à-dire le propriétaire? Est-ce que c'est l'utilisateur du bâtiment? Il faut connaître les 3 clients, il faut aller leur demander leurs préférences et travailler avec eux. Derrière ça, on décline un petit plan d'action et on le suit tout au long du chantier. Alors, il y a des sujets qui vont disparaître, mais il y a des sujets sur lesquels on va se dire, bah, tiens, il faut poursuivre notre étude. Je voudrais terminer par l'innovation. Les enjeux. Les enjeux de l'innovation, on a été voir nos clients qui nous ont dit il y a 2 choses. Il y a d'une part la réduction des consommations énergétiques, ça c'est ce qu'on appelle le bâtiment basse consommation, et la réduction des gaz à effet de serre. Et puis d'autre part, on a eu depuis 10 ans une nouvelle norme aussi sur l'accessibilité des logements, ce qu'on appelle la norme handicapée. Il y a plein de solutions qui existent, on n'est pas content. Je ne vous parlerai pas de cette deuxième chose. Toujours est-il que nous avons décidé de lancer un prototype. Alors un prototype dans la construction, ça consiste à construire des logements. Donc c'est pas très facile comme prototype. Nous, on a fait un petit immeuble, 12 logements. Les objectifs que j'avais donnés à l'équipe, c'était de gagner 20% sur les consommations d'un bâtiment basse consommation. C'est-à-dire de faire moins 20 par rapport à ce qu'on savait faire de mieux, ce qu'on devait savoir faire de mieux. De n'utiliser que des technologies que nous avions déjà éprouvées et que nous maîtrisions. Et enfin, de ne pas faire d'usine à gaz, c'est-à-dire de simplifier l'utilisation du bâtiment, de simplifier son entretien. Et au fond, le problème était de trouver un optimum énergétique du bâtiment. Ça nous a amené à retenir 4 efforts particuliers. D'une part, sur des rupteurs thermiques. Alors, bon, en gros, c'est ce qui limite les pertes d'énergie par le plancher qui est en contact avec la façade et il n'y a pas d'isolant entre les deux. Là, on met un isolant entre les deux et on le fait aussi verticalement entre les murs et la façade. Ça nous a amené à poursuivre le développement d'une pompe à chaleur. Vous savez que les pompes à chaleur, donc ces pompes à chaleur qui prennent de l'énergie sur l'air extérieur et qui la renvoient dans le système de chauffage ou d'eau chaude sanitaire. Ça marche très bien, les pompes à chaleur, tant que l'air extérieur n'est pas trop froid. Nous, il se trouve qu'on rejette dans l'atmosphère de l'air qui est à 21 degrés ou 20 degrés. C'est l'air de la ventilation des logements. Donc on va prendre cet air, on va le mélanger avec de l'air extérieur de façon à garantir au moins 0 degré, plutôt plus près de 5 degrés, et avoir un COP, pour ceux à qui ça parle, un coefficient de performance de la pompe à chaleur, toujours supérieur à 3,5. Enfin, il y a une autre perte d'énergie très importante, c'est toutes les eaux usées qui partent dans les égouts. Donc on va récupérer de la chaleur sur les eaux grises. On va améliorer la perméabilité à l'air pour éviter de chauffer des courants d'air. Tout ça nous amène à une consommation qui est 30% inférieure à la norme BBC, bâtiment basse consommation, pour un surcoût estimé à 2 ou 3%, hors sur-ingénierie liée au prototype. Le classement de ce bâtiment, on a un double classement dans le logement, à la fois sur l'énergie et sur les gaz à effet de serre. Évidemment, en retenant une solution sans chaudière gaz, ça facilite grandement le classement de droite, mais on est tout en haut du classement des 2 côtés. Les travaux ont démarré il y a 1 an et l'immeuble sera livré en juillet prochain. Le voici la semaine dernière. Et je voudrais juste terminer en vous disant que si vous voulez voir plus de choses sur cet immeuble, son site internet est en ligne et que maintenant que j'ai 12 logements sur les bras, il faut que je les vende. Merci de votre attention.